Salut à tous Tanuki Rollistes. Voici un petit résumé de notre dernier épisode dans l'univers de Diableros. Nous avons suivi Alejandro Ferreira, un jeune homme de 20 ans qui, lors d'une soirée ordinaire, s'est retrouvé mêlé à une situation bien plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. Alors qu'il profitait de la nuit dans les rues de Mexico, il tombe sur une scène horrifique où une créature surnaturelle, un Chaneque, tente d'abuser d'une jeune femme. Après un combat acharné, Alejandro utilise ses instincts et son agilité, développés grâce au parcours et à la capoeira, pour sauver la victime. Cependant, dans un instant de désespoir et d'adrénaline, la véritable nature d'Alejandro, celle de Nahual, se réveille. Il subit une transformation partielle, devenant une créature mi-humaine, mi-jaguar, dont la rage et les instincts prennent le dessus. Le Chaneque est mis à terre dans une violente explosion de griffes, mais la jeune femme, terrifiée par cette transformation, prend la fuite. Alejandro, pris dans sa folie animale, se laisse dominer par ses instincts, et après avoir déchiré la créature, il décide de fuir la scène en prenant les toits de la ville, se laissant guider par son fauve intérieur. Il a maintenant fui les lieux marqués par ce qu'il vient de vivre. Sans savoir exactement comment il va gérer cette nouvelle facette de sa personnalité. C'est un début intense et la suite promet d'être tout aussi palpitante. À toi de continuer, prêt pour le prochain chapitre de l'histoire? En effet, Alejandro a fui par les toits alors qu'on est dans la nuit, le ciel étoilé de Mexico. Et je cours en fait sans trop savoir où, en fait, sautant de toit en toit, sans remarquer que je suis bien plus agile qu'avant en fait. Et je cours un petit peu de manière désordonnée comme ça, jusqu'à en avoir le souffle coupé et me laisser tomber en fait sur un toit, me semble tranquille, où personne pourrait me voir, un peu dans l'ombre des maisons. Je me laisse tomber sur le dos en fait, allongé, le regard fixé sur les étoiles au-dessus de moi. En fait, pour prendre ma respiration, je regarde en fait, je mets mes mains devant mes yeux en fait. Je vois qu'en fait, petit à petit, alors que je me calme, la fourrure fauve tachetée qui couvrait mes mains est en train de disparaître pour laisser place à ma peau humaine. Et les griffes qui étaient apparues commencent à se rétracter dans mes doigts, annonçant une certaine petite douleur en fait, pour laisser place à des doigts tout à fait humains, avec des ongles humains. Et je sens aussi que mon visage reprend une apparence un peu plus fine, plus la thématique en fait de ce que je ressens. Et je reste un peu abasourdi, passé. Et la première fois que cela m'arrive, j'ai toujours senti quelque chose en moi, comme en effet, oui, l'allégorie du fauve, enfermée au fond de mon subconscient. J'ai toujours cru que c'était en fait un peu comme ça que je présentais mon problème de bipolarité. Mais simplement, c'est plus que cela. Et ça m'inquiète. J'ai plein de questions qui tournent en fait dans ma tête. Sauf que je sais pas à qui en parler. Est-ce que j'en parle à mon père et à ma grand-mère? C'est que c'est une famille Diableros, génération en génération, des chasseurs de monstres. Sûrement plus à même de me dire ce qui m'arrive, mais après tout, l'apparence que j'ai eue, ce comportement, je me revois encore en train de déchiqueter cette créature que j'ai eue face à moi dans cette maison abandonnée. Ouais, c'est la première fois en plus que je croise un monstre. Je reste un peu encore abasourdi parce que ce que j'ai combattu est un monstre et moi je suis au fait. J'ai moi aussi une sorte d'apparence monstrueuse, donc ouais, ça me perturbe beaucoup. Je me dis, et ma propre famille, t'as accepté ce fait si je le dis à mon père ou à ma mère? Je veux dire, des chasseurs de monstres et avec un monstre à l'intérieur de leur propre famille, ça risque de pas trop le faire. Et ouais, en fait, je restais là, allongé sur ce toit, les étoiles,
le temps de vraiment reprendre mon souffle, d'essayer de chasser un peu toutes ces pensées qui tournent dans ma tête pour me calmer et juste faire le vide à moi. Allongée sur le toit, l'étoile scintillante au-dessus de toi semble presque lointaine, comme un refuge silencieux, un espace entre l'humain et le fauve. Tu restes là, le vent léger soufflant sur ton visage, essayant de calmer ta respiration, de revenir à toi après cette tempête intérieure. Le fauve qui t'a possédé semble encore vibrer sous ta peau, mais il se retire progressivement, laissant place à une épuisée humanité. Ton regard se porte sur tes mains, qui sont de nouveau humaines, et le contraste te frappe. Les griffes se sont rétractées, mais la douleur reste encore palpable, un souvenir de ce qui venait de se produire. Tu prends conscience de l'ampleur de ce qui s'est passé, de cette transformation, de l'animalité qui t'a traversé. Un instant, tout semble flou. Les questions envahissent ton esprit à une vitesse que tu ne peux pas contrôler. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi ai-je réagi ainsi? Tu pensais que ta bipolarité était la clé, mais cela semble bien plus grand, plus ancien, plus étrange. C'est une partie de toi que tu ne connaissais pas, un héritage que tu n'as jamais voulu voir. Les souvenirs de la violence qui a déchiré la créature te perturbent. Tu n'as jamais voulu blesser ou faire du mal à qui que ce soit. Encore moins détruire une créature de cette manière. Mais dans cette folie, dans cette rage, tu n'as rien contrôlé. Et maintenant, tu te demandes si ce fauve que tu as tant voulu ignorer, qui a toujours été là, fait partie de toi, ou si c'est simplement une malédiction. Les pensées tourbillonnent, mais au final, une seule question revient constamment: dois-je en parler à ma famille? Le monstre qui a été tué n'était pas le seul danger. Tu sais que si tu partages ce que tu es devenu avec ton père ou ta grand-mère, cela risquerait d'être un poids insupportable pour eux. Après tout, ta famille est une lignée de Diableros, des chasseurs de monstres, et maintenant toi aussi, tu es une créature. Ils ont consacré leur vie à tuer ce qui est contre nature, et toi, tu fais partie de ce monstre. Mais c'est une question à laquelle tu n'as pas encore la réponse. Pour l'instant, la fuite est ta seule réponse. Échapper à cette vérité, essayer de retrouver ton calme. Tu laisses la nuit te consommer tranquillement, l'air frais apaisant peu à peu les battements erratiques de ton cœur. Le fauve en toi s'éloigne doucement, mais tu sais qu'il sera toujours là, au fond de toi, attendant son heure. La nuit te semble à la fois infinie et éphémère, un moment pour réfléchir, respirer et trouver un peu de paix. Embranchement 18. 1. Retourner chez toi, malgré l'angoisse et l'incertitude, pour en parler à ta famille et essayer de comprendre ce qui se passe. 2. Partir loin, trouver un endroit où tu peux fuir cette réalité sans encore affronter ta nature. 3. Explorer davantage tes capacités pour comprendre cette partie de toi avant d'agir. Que choisis-tu? Au bout d'un moment, alors que je me sens beaucoup plus calme, je me relève en fait, je constate que dans quel état je suis en fait, les habits à moitié déchirés, mes baskets complètement lacérées quand j'ai eu les pieds qui sont transformés en pieds griffus de jaguar. Je suis un peu dégoûté de voir qu'en plus c'est une paire de baskets que j'avais acheté il y a pas longtemps, donc qui était encore en bon état, donc je suis un peu dégoûté de l'avoir bousillé. Puis surtout, c'est que je suis recouvert de ce sang noirâtre de créatures de Shaneke. Donc ouais, en fait, je vais rentrer chez moi, toujours me fiant dans les hommes, histoire de pas être vu par des badauds. Et du coup, ouais, je vais me diriger jusqu'à chez moi de manière discrète. Tu te redresses lentement, encore marqué par ce que tu viens de vivre, tes habits déchirés. Ton regard se posant sur tes baskets désormais lacérées et déchiquetées. La transformation a laissé des traces.
Et tes griffes, qui étaient de simples pieds humains, quelques heures plus tôt, sont désormais des griffes de jaguar. Non, mais non. Le dégoût t'envahit un instant en voyant la destruction de tes affaires. Comme si chaque pièce de toi était aussi altérée que ton propre corps. Les souillures de sang de la créature recouvrent ton corps et tu te sens presque étranger dans ta propre peau. Tu as l'impression d'être devenu quelque chose d'autre et cette identité t'échappe. Le Shanek, ce monstre, te laisse un goût amer. Mais ce qui t'inquiète le plus, c'est ce que tu es devenu pendant le combat. Ce fauve en toi qui n'est jamais bien loin. Cela te perturbe, te trouble, mais il n'est plus temps de réfléchir ici. Les rues de Mexico sont encore relativement calmes à cette heure-là, mais tu sais que tu n'es pas prêt à affronter les regards de ceux qui pourraient te croiser. Si quelqu'un te voyait maintenant, tu n'oserais même pas imaginer ce qu'il pourrait penser. Peut-être te prendrait-il pour un monstre, un démon, ou pire encore, une abomination. Tu sais que tu dois être discret. Tu veux juste retourner chez toi, te réfugier dans l'endroit que tu connais le mieux et essayer de trouver un semblant de normalité avant de vraiment commencer à comprendre ce qui se passe en toi. La route vers chez toi te semble longue, chaque pas te faisant encore plus réaliser l'état dans lequel tu es. Heureusement, la nuit et les toits te permettent d'avancer sans être vu, naviguant parmi les ombres. Tu prends des raccourcis et, évitant les zones trop fréquentées, espérant que personne ne te remarque, même si le sentiment de dérangement reste constant. Quand enfin tu arrives dans les quartiers plus calmes, près de chez toi, tu t'assures de ne pas être repéré. Tu t'approches furtivement de la barrière, espérant pouvoir rentrer discrètement, et sans pouvoir rentrer discrètement. Les sens du jaguar restent toujours aiguisés en toi, te permettant de repérer les bruits de la rue, les petits changements dans l'air. Heureusement, la rue semble déserte et tu te faufiles à l'intérieur de la maison en silence. Maintenant que tu es chez toi, un seul mot revient dans ton esprit, calme. Mais tout cela ne fait que commencer et tu sais que tu n'es pas encore prêt à affronter ce qui t'attend. Ta transformation et ce que cela signifie pour toi, pour ta famille et pour ton futur, tout reste à découvrir. Embranchement 19. 1. Tenter de te cacher dans l'attente de comprendre ce qui t'arrive avant d'en parler à ta famille. 2. Affronter ta famille en leur révélant ce qui t'est arrivé, espérant qu'ils puissent t'aider à comprendre ta transformation. 3. Explorer davantage ton héritage, essayer de comprendre ce que tu es devenu et ce qui t'attend. Quel sera ton choix? Déjà, quand je rentre chez moi, je suis content de voir qu'il n'y a pas le pick-up de mon père. C'est vrai qu'il a un déplacement pour le week-end, même si je trouve toujours bizarre ces déplacements lors des jours comme ça, justement des week-ends ou des jours fériés. Je suppose en réalité que c'est un emploi d'homme à tout faire, plombier, jardinier, un peu ce genre de choses-là, a toujours été une couverture pour la vraie profession, on va dire, de diableros, et que ces déplacements étaient toujours des prétextes d'émission. Je me suis toujours posé des questions. Je sais l'héritage de ma famille, mais c'est vrai que mon père et même ma grand-mère ont toujours fait en sorte de maintenir assez éloigné. J'ai toujours dit que c'était peut-être à cause de mes problèmes de santé, de ma bipolarité, et refusé que je m'y investisse moi aussi. Et peut-être qu'en fait, ils en savent plus que moi sur ma propre nature et que ils n'ont pas envie que un monstre comme moi suivre leurs traces. Et du coup, je rentre chez moi. À l'intérieur, c'est calme. Et malgré l'heure tardive, je pense qu'il doit être bien 4-5 heures du matin presque, j'ai quand même allé prendre une douche bien chaude en fait. Je me débarrasse de mes habits, de mes chaussures. J'ai des réflexes pour les mettre, tu sais, dans la panière à linge, mais quand je constate qu'ils sont complètement déchirés et couverts de sang noirâtre, je me dis que le mieux à faire, c'est plutôt de les foutre à la poubelle, que là, c'est clairement fichu. Et du coup, après, je vais prendre une douche. Et sous la douche, alors que l'eau chaude me fait du bien, je réfléchis un petit peu à tout ce qui vient de passer.
à cette incroyable nature vient d'émerger en moi, l'aspect animal. Et je commence en fait comme si je voyais un pulse qui commençait à se dessiner devant moi, que je venais en fait d'avoir une nouvelle pièce à y ajouter, mieux comprendre certaines choses. Et en fait, je me souviens qu'il y a quelques années plus tôt, ouais, il y a 4, voire même 6 ans en fait, j'avais eu une violente crise de bipolarité, très violente. Et j'en ai que des souvenirs fragmentaires. Mais je me souviens que j'étais pas seul, qu'il y avait mon petit frère Esteban. Et que malheureusement, je sais pas trop pourquoi en fait, comment c'était arrivé. Mais je m'en étais pris à lui violemment. Et il en avait gardé cicatrice impressionnante au visage, comme si on lui avait lacéré tout le visage. Mon père et ma grand-mère avaient mis ça sur le compte de ma bipolarité, que j'avais une crise un peu de démence. Et depuis, en fait, ça avait quand même assez traumatisé mon petit frère et même mon père, pour le protéger de moi, avait préféré l'envoyer chez mon oncle Daniel Ferreira, aux États-Unis, clairement de pays. Je l'ai trouvé quand même assez drastique comme situation. Le fait d'éloigner autant mon petit frère de moi, j'avais bien compris que j'avais pouvait être un danger pour lui à cause de mes crises de bipolarité, mais hein, à ce point-là. Et maintenant, en fait, quand aujourd'hui, là, à cet instant présent, quand je comprends que ce n'est pas que de la bipolarité, que c'est bien plus. Il y a ce jaguar à moi. Je comprends en réalité ce qui s'est réellement passé il y a quelques années plus que mon petit frère, que je lui ai pas simplement, attaqué. Sûrement que le jaguar a dû sortir, que mes griffes aussi, et que j'ai lacéré en fait le visage de mon frère à coups de griffes. Et pas avec juste des coups d'ongles. Et en fait, ça me donne envie de vomir. En fait, à ce moment-là, je ressens une nausée de voir ce que j'ai pu infliger en fait à mon petit frère. On m'a toujours caché cela, mon père et ma grand-mère. Et du coup, ouais, j'essaie de retrouver un petit peu mon souffle. Là, je m'appuie, tu sais, contre le mur de de la douche, alors que l'eau coule sur moi. Et ouais, de vertige face en fait à la réalité de ce tragique événement que je commence à comprendre mieux. Sous le jet de l'eau chaude, tu ressens un mélange de réconfort et de désarroi. Le calme de la douche te permet de rassembler tes pensées, mais elles viennent se heurter les unes aux autres dans un tourbillon d'émotions et de révélations. L'odeur du sang sur ta peau semble ne jamais totalement disparaître, et les images de ton petit frère Esteban, son visage défiguré par tes griffes, te hantent de plus en plus fort. La révélation qui t'envahit est lourde de conséquences. Tu n'as pas seulement perdu le contrôle cette nuit-là, il y a plusieurs années. Ce jaguar qui sommeillait en toi ne t'a pas seulement fait perdre la raison, il t'a poussé à blesser Esteban. Cette attaque n'était pas un simple accident, c'était l'éveil du prédateur en toi. La souffrance que ton frère a endurée à cause de ce que tu lui as infligé, à cause de ce que tu n'avais pas compris à l'époque, te laisse une nausée profonde. Tu te vois encore, lors de cette crise, attaquant ton frère, mais cette fois, tu comprends que tu n'étais pas simplement malade. C'était bien plus que de la bipolarité, bien plus qu'un simple trouble. Il y a une part de toi que tu ignorais, une créature enfouie sous des couches d'humanité qui ne cherchait qu'à sortir. Le jaguar qui a pris le contrôle et a défiguré ton frère ne fait plus de doute pour toi. C'est cette part de toi que tu as essayé de cacher, de refouler, mais qui aujourd'hui, dans sa pleine expression, te fait honte. La réalité de ce que tu as fait t'écrase. Comment vas-tu pouvoir vivre avec ça? Comment te réconcilier avec cette violence intérieure et cette perte de contrôle? Alors que tu te calmes peu à peu sous l'eau, tu sais qu'il n'est plus possible de rester dans l'ignorance.
Ce fauve en toi est bien réel. Et ce n'est pas qu'une part de toi que tu as toujours combattue. C'est une part de ton héritage, une vérité que ton père et ta grand-mère connaissent depuis toujours, mais qu'ils ont soigneusement cachée à ton esprit. Pourquoi? Parce qu'ils savaient? Parce qu'ils n'avaient pas confiance en toi? Ou parce que cette réalité était trop difficile à accepter? Tu te sens perdu, mais aussi, d'une certaine manière, libéré d'avoir enfin compris une partie de toi que tu avais toujours ignorée. Pourtant, la vérité te laisse fragile et tu sais qu'il te faudra du temps pour digérer tout ça. Embranchement 1. Chercher à comprendre davantage ton héritage en parlant à ton père ou ta grand-mère de ce que tu viens de découvrir sur toi-même. 2. Prendre du temps pour toi, t'éloigner un peu de ta famille et essayer de maîtriser cette part de toi avant de confronter qui que ce soit. 3. Chercher des réponses ailleurs, peut-être en explorant d'autres aspects de ta nature de Nahual ou en cherchant des informations sur ton héritage de Diableros. Quel chemin choisis-tu maintenant? Déjà, je sors de la douche après quelques longues minutes sous l'eau chaude. Je me saisis d'une serviette, je me sèche rapidement, j'enroule la serviette autour de ma taille et je vais devant le lavabo, l'évier là, avec le miroir. Je passe un coup de main dessus pour en retirer la buée et je m'observe en fait. Je comprends pas pourquoi mon père et ma grand-mère m'ont caché la vérité sur ma nature. Pourquoi est-ce que je suis comme ça depuis tout petit? Est-ce que la bipolarité cachait juste ça? Ou est-ce que c'est une excuse qu'a inventé mon père et ma grand-mère pour cacher la vérité? Je pose des questions et en fait, plus j'y pense, plus il y a une sorte de colère qui bouillonne en moi car je me dis pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Pourquoi m'avoir fait croire que j'avais agressé mon petit frère comme ça, alors que c'est bien plus affreux ce que j'ai fait en réalité? Et je suis autant en colère contre moi que contre eux. Car je repense à la scène et en fait, alors que je suis en colère comme ça, que ça bouillonne en moi, je sens soudain en fait de nouveau une petite douleur dans le bout de mes doigts. Je vois les griffes commencer à sortir de mes doigts, les griffes de jaguar qui viennent lacérer en fait d'un bruit assez strident l'émail de l'évier. Et j'ai le réflexe de me regarder dans le miroir. Je vois que du coup mes yeux aussi changent d'apparence, deviennent des yeux de félin. Et ça m'horrifie en fait. Je vois qu'en fait, je suis incapable de gérer ces pulsions animales. Ils m'envahissent de plus en plus. Pourquoi? Pourquoi, alors que j'ai 20 ans, cela débarque comme ça? Et de manière aussi consciente en fait. J'ai beaucoup trop de questions. J'essaie de me calmer de nouveau. Et en prenant bien ma respiration. Et petit en effet, je redeviens normal. Les griffes se rétractent, les yeux redeviennent des pupilles humaines. Je me dirige vers l'armoire de pharmacie pour découvrir mes petits cachets de traitement pour ma bipolarité. Je me dis qu'il n'y aura pas de mal de prendre quelques cachets en plus aujourd'hui. Je dis que c'est peut-être lié à ça, peut-être que le traitement a une raison et m'aide à gérer ma bipolarité, mais aussi le fauve qui gronde à moi. Je vais prendre 2 cachets au lieu d'un seul préconisé par les médecins. Et du coup, je me dirige dans ma chambre. Je vais enfiler un boxer propre et en fait, me laisser tomber sur mon lit. Je contemple un peu ma chambre dans la pénombre. Il y a les murs qui sont recouverts de plein de dessins, de croquis, de comics books. Car c'est une de mes passions, je rêve de devenir auteur et dessinateur de comics books. Il y a ma guitare aussi posée contre mon bureau. Il y a un peu aussi le fouillis au sol, il y a plein d'habits qui traînent par terre. Chaussettes, caleçons, boxers, t-shirts. C'est vrai que vu que je vis seul avec mon père dans cette maison,
on se laisse aller un peu comme des hommes célibataires. Et c'est vrai que la présence d'une femme manque. Je pense d'un coup aussi à ma mère, Carolina, qui a fui le camp, en fait, depuis des années. En fait, à la naissance d'Esteban, mon frère cadet, elle s'est barrée comme ça du jour au lendemain sans savoir nous dire où elle allait. Et sans redonner de nouvelles. Et ça m'a toujours été une sorte d'abandon que j'ai mal vécu. Et je me demande si c'est à cause de moi qu'elle a foutu le camp. Et à cause de ma nature animale que ma propre mère a fui. Et je me dis qu'au final, elle aurait dû peut-être prendre Esteban avec elle. Moi, ça m'aurait évité l'accident il y a quelques années en arrière. Ignorer, en fait, ça me mine le moral, toute cette histoire, cette révélation. Et j'ai du mal à trouver le sommeil. En plus, je sais que demain, on est sur le week-end et mais pas week-end de repos, car je bosse. J'ai pris un petit boulot au restaurant snack de tacos Los Parientes pour essayer de me faire un peu d'argent pour justement essayer de me payer des études d'art afin de réaliser mon rêve de dessinateur de comics book. Et demain, je commence mon service sur le coup de 11 heures pour faire les premières livraisons à travers la ville. En fait, je m'occupe de faire des livraisons de domicile pour le compte de la patronne Capriosia Platina, une femme très sympathique, mais qui veille sur moi en fait. Embauché malgré mes soucis de polarité et je me rends compte que ouais, ça va être chaud. J'ai pas beaucoup dormi. Je sens que je vais mal dormir si j'arrive à trouver le sommeil. Et je dois réveil et ouais, 5 heures du matin. Ça va être une très courte nuit. Et ben, je tourne en rond et je pense qu'au bout d'un moment, espérant que mon sommeil ne soit pas trop agité par le fog qui est à moi. La journée, même si elle commence sur une note d'inquiétude, se termine dans un mélange de fatigue et de frustration intérieure. Le fauve qui sommeille en toi a encore une emprise sur toi. Et cette nuit, alors que tu t'efforces de trouver un peu de calme, c'est comme si tu étais pris entre deux mondes. Celui de l'humain que tu cherches à préserver et celui de l'animal que tu ne comprends pas encore. Tu repenses à tout, aux événements de la soirée, à ta transformation, à ton frère Esteban, à ta mère qui t'a abandonné, et à cette colère qui bouillonne en toi contre tes parents, contre ta nature. La mémoire de l'incident avec ton frère te hante, mais les fragments d'informations que tu commences à recoller t'amènent à une toute autre réalité. Tu comprends que la bipolarité n'était qu'un prétexte, ou une façon de dissimuler une vérité plus terrible encore. Tu n'es pas juste malade. Tu portes en toi un héritage de prédateur, un héritage qui a été refoulé et que personne n'a jamais voulu t'expliquer. Tu te sens à la fois trahi et perdu. Sous l'eau chaude de la douche, tu avais voulu te laver de tout cela, mais chaque geste, chaque pensée te ramenait à ta nature animale. Et maintenant, une fois dans ta chambre, tout semble trop lourd à porter. La colère gronde encore en toi, mais il y a aussi ce vide, ce sentiment de ne pas savoir où tu vas, ni qui tu es vraiment. La nausée, face à ce que tu as découvert sur ton propre passé et ce que tu es devenu, semble insurmontable. Tu essaies de te recentrer, de te donner un peu de repos. Mais le doute ne te lâche pas, comme une ombre qui te suit même dans l'obscurité de ta chambre. Esteban, ta mère, ton père, tous ces liens familiaux te laissent un goût amer. Pourquoi tout a-t-il pris une telle tournure? Et surtout, est-ce vraiment la bipolarité qui t'a fait perdre le contrôle ou la part de fauve en toi? Tu te couches dans ton lit, épuisé, les pensées tourbillonnant encore dans ta tête. L'adrénaline de ce qui s'est passé te hante, mais tu finis par trouver le sommeil, à peine quelques heures avant de devoir te lever pour ton travail au restaurant. Le rêve s'annonce aussi agité que ton esprit, et tu te demandes si, en te levant demain, tu seras encore le même.
Embranchement 21. 1. Affronter ta journée de travail en essayant de garder ton calme et de te concentrer sur ton emploi de livreur tout en gérant ton héritage de Nawal. 2. Chercher des réponses auprès de ta famille en décidant de confronter ton père ou ta grand-mère sur ce que tu viens de découvrir sur toi-même. 3. Explorer d'autres pistes en cherchant des réponses ailleurs, peut-être auprès d'autres personnes qui connaissent des histoires similaires ou qui pourraient t'aider à comprendre ce qui t'arrive. Quel chemin vas-tu choisir pour la suite de ton aventure? Je me réveille après une courte nuit. J'ai clairement la tête dans le cul, si on peut dire, de l'expression. Mais ouais, pas vraiment super en forme, vraiment déprimé, morale zéro. Je sais que c'est aussi induit aussi par ma bipolarité. Enfin, soit le matin, je pète le feu, je vois la vie super bien du bon côté. Et il y a des jours comme ça où c'est le contraire en fait. Là, c'est un jour avec comme ça. La déprime, la mélancolie s'empare de moi. Et bon, je dois faire avec. Et qu'il faut que je pense à bien prendre mon traitement pour pas trop sombrer dans le côté déprime. Et que je dois faire bonne figure pour aller au boulot. Je me lève, je m'étire, muscle de mon corps. Je m'habille rapidement, basket, en me disant que cette fois-ci, j'espère ne pas pouvoir déchirer de nouveau. Ce serait un peu dommage de devoir changer de vêtements tous les jours, mais des paires de baskets aussi. Je me fais un rapide petit-déj, toast et café noir, me demandant quand est-ce que mon père rentrera. Car c'est vrai que je me dis que j'ai besoin de discuter avec lui. Peut-être même qu'en fait, le mieux serait peut-être... je redoute en fait mon père. Ouais, il y a quelque chose qui me dit qu'il m'a caché certaines choses. Et du coup, je pense que plutôt, j'irai voir ma grand-mère Consuela. Elle a été, depuis quelque temps, en fait, elle est à maison de retraite, une maison de retraite qui s'appelle la Hacienda del Sol, avec deux amis à elle, des amis de jeunesse. Et du coup, je me dis que peut-être que ma grand-mère aura des réponses à me donner. J'irai peut-être la voir d'eux-mêmes. Entre mon service du midi et du soir. Aujourd'hui, j'ai besoin plus de m'occuper de moi. Ouais, en fait, c'est ça. J'ai besoin de retourner dans ma petite routine quotidienne. On est besoin, en fait. Pour essayer de garder pied. Et du coup, une fois que je suis prêt, je vais prendre mon vélo pour aller rejoindre dans le centre-ville le restaurant Los Parientes, là où je travaille. Tu quittes ta chambre en soupirant, l'esprit lourd. Ce matin, l'ambiance est morose, teintée de mélancolie et de déprime. Malgré ton effort pour reprendre ton traitement, l'ombre de ta transformation, des découvertes sur ta nature et de ce que tu as fait à Esteban te hante. Mais tu sais que tu n'as pas le choix. Il faut avancer. Tu enfiles tes vêtements avec un automatisme tranquille, mais chaque geste semble lourd, mais comme si le poids du monde pesait sur tes épaules. Après un petit déjeuner frugal, un toast et un café noir, le goût de ce dernier un peu amer sur tes lèvres, tu fais une dernière inspection du lieu comme un geste machinal avant de quitter ta maison. Puis, tu enfourches ton vélo pour te rendre à ton travail, Taco Los Parientes, l'un des seuls endroits où tu te sens un peu apaisé, même si la douleur intérieure reste là. Tu pédales, suivant les ruelles de Mexico, cette ville à la fois si bruyante et si pleine de secrets. Le vent léger caresse ton visage, mais ton esprit reste préoccupé par tout ce qui t'arrive. La maison de retraite de ta grand-mère, Consuela, est une pensée qui persiste en toi. Tu as besoin de réponses.
Tu te dis que demain tu iras la voir, qu'elle pourrait peut-être t'aider à comprendre cette partie sombre de toi. Mais aujourd'hui, tu dois d'abord affronter ta routine, te tenir à ce que tu connais, et peut-être qu'un moment de normalité t'aidera à gérer tout ça. Tu arrives enfin devant Taco Los Parientes, un petit restaurant populaire dans le quartier, réputé pour ses tacos aux saveurs intenses, souvent considéré comme une guérison, aussi bien physique que psychologique. L'endroit est petit mais chaleureux, un peu rétro, avec des lampes tamisées et une odeur d'épices dans l'air. Les tables en bois sont simples, mais l'ambiance est toujours chaleureuse, remplie du battement des cuillères et des arômes apaisants qui flottent. Les murs sont décorés de peintures et de croquis vibrants et la lumière d'une lanterne suspendue jette une lumière douce sur les plats qui mijotent. Un endroit où l'on se sent accueilli dès le pas franchi. Derrière le comptoir, Capriciosa Platina, la patronne, t'attend avec son sourire bienveillant et son regard calme. C'est une femme d'un certain âge, mais toujours empreinte de grâce, avec des cheveux longs d'un noir profond, souvent attachés en un chignon soigné. Son air sage et apaisant semble toujours capable de rendre les situations tendues un peu plus supportables. Ce matin, elle t'accueille avec un regard doux, une chaleur tranquille dans ses yeux. « Allez, Gendro, je vois que tu as l'air fatigué aujourd'hui, » dit-elle d'une voix calme, mais pleine de bienveillance. « Tu sais que tu peux toujours compter sur ce que j'ai ici, même si c'est pas pour tout le monde. » Elle te tend une tasse de thé chaud aux herbes avant de t'inviter à entrer dans le rythme de la cuisine. Elle sait que ton travail n'est pas facile, mais tu vois dans ses yeux qu'elle te voit comme plus qu'un simple employé. Elle te fait comprendre que, même si tu n'as pas de famille qui t'accepte pleinement, ici, tu fais partie de quelque chose de plus grand. Tu mets ton tablier et ensemble, vous commencez à préparer les premières commandes de la journée. Les mains expertes de Capriciosa dansent avec les ingrédients. Des tacos garnis de viandes épicées, des herbes fraîches, des sauces maison qu'elle infuse de magie curative. Chaque ingrédient semble avoir une finalité plus grande ici. Non seulement nourrir, mais aussi guérir. Elle le fait naturellement, comme si sa magie curative était tout aussi essentielle que ses talents de cuisinière. La magie dans ces tacos n'est pas seulement symbolique. Tu le sais, les gens viennent ici pour se sentir mieux, que ce soit sur le plan physique ou mental. Capriciosa ne fait aucune distinction entre les gens, même ceux qui vivent dans le monde des créatures et des chasseurs de monstres comme toi. Elle croit que tout le monde mérite une chance de trouver un peu de paix. Tu m'aides pour les livraisons, Alejandro, dit-elle en te tendant les paniers de tacos prêts à être livrés. Et fais attention à toi, je sais que tu traverses des moments difficiles, mais tout cela passera, je le sens. Ne laisse pas la colère ou la confusion te guider. Tu la remercies d'un hochement de tête, sachant que tu te sens compris ici, même si tu n'arrives pas encore à tout expliquer, ni à toi-même, ni à elle. Tu prends les premières commandes, prêt à repartir dans les rues, mais avec l'espoir, même pour un moment, tu te sentiras peut-être un peu moins perdu. Embranchement 22. 1. Livrer les tacos, tout en prenant le temps de réfléchir à ta conversation avec Capriciosa et à la manière dont ces mots résonnent en toi. 2. Prendre un moment pour discuter davantage avec Capriciosa, pour partager un peu plus sur ce que tu traverses et peut-être en apprendre plus sur elle et ses connaissances occultes. 3. Explorer davantage la ville, en profitant des livraisons pour prendre un peu d'air et peut-être découvrir de nouvelles pistes pour comprendre ta nature de Nahual. Quel sera ton choix pour la suite de cette journée? Déjà, pour le moment, en fait, je prépare du coup des premières commandes avec la Preciosa. D'ailleurs, elle préfère que je la surnomme Caprice. Et c'est une femme d'une trentaine d'années, en fait, avec la longue chevelure auburn, avec des mèches rouges, des lunettes et un sourire bienveillant. Et je l'aide aussi à ouvrir un peu le restaurant parce que du coup on a un côté cuisine qui donne à l'intérieur où il y a des tables et tout pour les clients qui veulent se mettre tranquilles.
loin du bruit de la rue, mais aussi une partie de la cuisine qui donne sur l'extérieur pour que les clients puissent venir prendre directement leur commande, qu'on est un peu snack aussi. Du coup, il y a quelques chaises à l'extérieur aussi. Et comme tous les matins, en fait, il y a toujours le même habitué qui vient dès l'ouverture du restaurant. Un homme avec des petites lunettes aussi, qui aime s'installer toujours à la même table, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il a ses deux tables favorites, selon le temps qu'il fait dehors. Et toujours en train d'écrire des histoires sur des livres et tout, carnet de notes, une valise de carnet qu'il pose sur la table à côté des tacos qu'il mange et de la tasse de café qu'on lui sert. On le surnomme Orion. Et il a toujours un peu la tête dans les étoiles, à imaginer des aventures et tout. En ce moment, il parle souvent qu'il est en train d'écrire une histoire par des sortes d'artefacts extraterrestres qui recouvrent le monde et tout. Je laisse un peu divaguer, je suis habitué à ce qu'il me raconte des chimères comme ça. Ça nous fait rire avec Caprice. Et du coup, je prépare les autres commandes et tout. Je sais que je vais avoir les habituels clients réguliers à livrer, dont deux. Deux que je commence à bien connaître, en fait. Je sais où ils habitent et tout. J'ai tellement fait le chemin du resto jusqu'à chez eux dernier mois que je connais le chemin. Je pourrais même y aller à l'aveugle. Un des premiers clients à livrer, c'est certain Kylian. Il vit chez lui. C'est un homme qui... on pourrait dire un geek, mais... Bon, un geek qui va savoir de la bouteille. C'est vrai qu'il est souvent devant ses écrans d'ordinateur. Et je sais qu'il en a 3 ou 4 pour le peu que je suis rentré chez lui. Il est souvent vêtu en robe de chambre. Il prend pas trop le temps de se changer et tout. Passant toute sa journée devant ses écrans d'ordinateur. Alors qu'il est lui-même une machine. Une des autres clientes aussi que j'apprécie livrer, c'est certaine Alban, une mère de famille. Elle a la chevelure rouge, elle lorsqu'elle dans les cheveux. Et tout le temps débordée avec ses 2 enfants qui donnent du fil à retordre. Ok, 7 et 2 ans. Un garçon et une fille. Qui du coup, des fois, quand elle n'a pas le temps de préparer le repas du midi, passe un coup de fil à Caprice pour se faire livrer le repas. Ou voilà, c'est 2 des clients réguliers que j'ai l'habitude de livrer. Et alors, tandis que Orion vient s'installer dans le restaurant, à la terrasse, à papoter, à parler de son artefact extraterrestre et tout, plongé en train de griffonner ses notes, ce qui fait toujours sourire Caprice qui le regarde du coin de l'œil, alors qu'elle a fini de cuisiner. Je vais préparer mon gros sac là de livraison que je mets dans mon dos et m'apprêter à monter sur mon VTT pour aller livrer du coup mes premiers clients. Et en fait, ces petites routines du quotidien que j'ai, ça me permet d'évacuer un petit peu mes soucis actuels de la nuit passée et de me concentrer sur quelque chose de simple. La routine s'installe et pour un instant, tu laisses derrière toi les tourments de la nuit passée, te concentrant sur ce qui te semble être une normalité retrouvée. Tu enfiles ton sac de livraison, le préparant soigneusement, et tu le mets sur ton dos, prêt à repartir. Le vélo te semble presque comme une évasion temporaire de tout ce que tu as affronté. La douceur de ta routine t'apaise et te permet de respirer un peu, de t'éloigner des lourdes questions qui tourmentent ton esprit. Le restaurant est déjà en pleine activité lorsque tu sors. Orion, fidèle à ses habitudes, est installé à sa table, son carnet ouvert devant lui, griffonnant des notes en parlant de son artefact extraterrestre. Caprice le regarde souvent du coin de l'œil avec un sourire indulgent. Elle apprécie ses divagations, mais sait aussi qu'il aime se perdre dans ses histoires. Tu ne peux t'empêcher de sourire en le voyant. C'est une échappatoire légère,
à ta propre complexité, un monde parallèle dans lequel tout est possible, même les artefacts qui recouvrent le monde. L'atmosphère ici te permet de respirer un peu plus profondément. Tu t'affaires aux livraisons, préparant les paniers de tacos soigneusement emballés, et tu sais que le chemin vers les maisons de Kilian et Alban est devenu une sorte de seconde nature pour toi. Tu les connais presque par cœur, leurs rues, leurs appartements, leurs habitudes. Cela te permet de glisser dans cette routine familière, où tu n'as pas à réfléchir, où tout semble un peu plus simple, un peu plus humain. Les tacos sont prêts, les commandes sont faites et tu enfourches ton VTT, prêt à partir, un peu plus calme, mais toujours dans ce flou mental qui te garde à distance de tes plus grandes préoccupations. Embranchement 23. 1. Réaliser les livraisons avec une attention particulière, peut-être en prenant un moment pour observer les clients et voir s'ils réagissent à ton état. 2. Distraire ton esprit en livrant les commandes, cherchant à échapper à la pensée de ce qui se passe en toi. 3. Revenir sur ce que tu as ressenti la nuit dernière en te demandant si tu dois vraiment garder cette routine ou si tu dois faire face à tes problèmes de manière plus directe. Que choisis-tu alors que tu pars en livraison? Je vais faire mes livraisons tranquilles en fait. Vraiment pour m'ancrer dans cette routine et tout. Du coup, voilà, je fais quelques tours de pâte maison pour apporter les premières commandes. J'ai appris à préparer. Forcément, je vais livrer ce brave Kilian en fait, qui, comme à son habitude, en trouve à peine la porte en fait quand j'arrive. Bon, il est toujours habillé avec sa robe de chambre. Quelques cernes, il a encore sûrement passé toute la nuit devant ses écrans d'ordinateur. Il récupère les tacos en me disant, en me lâchant un petit bonjour, tu vois, vraiment un petit bonjour rapide et bref. Il est pas du genre à s'attarder sur moi en fait. Je sais pas qu'il a rien à foutre de moi, mais je sais il a pas l'air d'être le plus sociable. Peut-être que je me fais des fausses idées, peut-être qu'il est très sociable, mais c'est vrai que bon, ça a l'air d'être un sacré énergumène. Puis du coup, je repars, je passe par l'appartement de mon autre cliente, Alban, où j'entends toujours, comme à son habitude, en fait, derrière la porte, les bruits de ses enfants qui braillent, elle, qui braillent encore plus fort pour leur demander de se taire, qu'elle en peut plus, que ses enfants hurlent au lieu de parler normalement. Et du coup, quand elle m'ouvre la porte, je lui tends sa commande, je pense que elle apprécie. Je pense que c'est peut-être elle, qui prend plus le temps de voir comment je vais. Elle apprécie son petit livreur, je pense. Tu continues tes livraisons dans cette routine tranquille, profitant de l'anonymat de tes trajets à vélo. La légèreté de ces moments te permet de t'évader, de laisser un peu derrière toi les pensées lourdes de la nuit précédente, même si elles sont toujours présentes au fond de ton esprit. Tu fais le tour des rues, ton sac de tacos bien accroché à ton dos, tes gestes devenant presque automatiques. Ta première escale, chez Kilian, se passe comme à l'habitude. Il te reçoit dans son appartement désordonné, toujours en robe de chambre, une nouvelle nuit passée devant ses écrans. Tu le vois encore, les cernes sous ses yeux, plongé dans une autre dimension, probablement absorbé par des idées de code, d'informatique, ou peut-être une autre histoire en train de se former dans sa tête. Il te remercie brièvement, te tendant l'argent sans même vraiment te regarder. Un bonjour, rapide, sans plus. Tu n'en attends pas moins de lui. Kilian n'est pas du genre à s'attarder, et toi non plus, tu sais qu'il aime ces moments de solitude. Pas de conversation, pas de chit-chat, juste un échange de quelques mots pour le bref rituel du matin. Tu repars vite, pensant à la prochaine livraison. En passant devant l'appartement de Alban, tu entends les bruits familiers de ses enfants, probablement en train de jouer ou de se chamailler. Mais ce sont les cris et les rebuffades de sa part qui attirent ton attention, comme chaque matin. Alban n'a pas l'air d'avoir une journée tranquille et son ton un peu désespéré te fait sourire. Elle est une de ces mères débordées et tu sais que ses enfants lui donnent du fil à retordre. Tu frappes à la porte et après quelques secondes, elle l'ouvre.
La scène est presque la même que d'habitude. Un peu de désordre. Les enfants qui bougent dans l'appartement. Alban qui essaie tant bien que mal de garder une attitude calme, mais on voit bien qu'elle est fatiguée. Mais lorsqu'elle voit les tacos que tu lui apportes, son regard s'adoucit et elle te remercie chaleureusement. Tu es vraiment un sauveur, Alejandro. Je ne sais pas ce que je ferais sans ces livraisons, dit-elle avec un sourire fatigué mais sincère. Elle prend la commande et tu vois qu'elle apprécie vraiment ton assistance. Son regard te fait sentir qu'elle te voit autrement, pas simplement comme un livreur. Elle t'offre un sourire qui te réchauffe un peu, comme si elle te reconnaissait au-delà des simples trajets. Tu repars après un échange rapide, un petit au revoir et un merci de sa part. Tu n'attends pas grand-chose de ces remerciements, mais tu les reçois comme un petit baume. Il y a quelque chose dans son sourire qui te rappelle les gestes de réconfort, des moments simples, des gestes de réconfort dans ce monde un peu chaotique. En quittant son appartement, tu reprends ton vélo, pensant à la journée à venir. Les livraisons font partie de ta routine quotidienne, mais elles te permettent aussi d'avoir un moment de répit loin de la tempête intérieure qui t'agite. Pourtant, tu sais qu'à un moment donné, il faudra affronter ce qui te hante. Embranchement 24. 1. Continuer tes livraisons en essayant de maintenir cette routine, de laisser un peu de côté tes pensées intérieures pour te concentrer sur le quotidien. 2. Prendre une pause après la dernière livraison pour réfléchir à ce que tu viens de vivre et peut-être consulter un professionnel ou chercher des réponses ailleurs. 3. Aller voir ta grand-mère. Peut-être pour commencer à poser des questions sur ta nature de Nahual et voir si elle a des réponses à t'offrir. Quel choix fais-tu? Je continue mes livraisons en retournant au restaurant de Caprice pour reprendre d'autres livraisons à faire. Parmi les clients habitués, il y en a un autre aussi, il va y avoir droit. Un homme un peu excentrique qui doit avoir une quarantaine d'années, au pire des cas ça le rajeunit. Mais ouais, à la barbe poivre et sel et tout. Et un peu excentrique parce que, je sais pas pourquoi, mais il se prend pour le compte de Monte Cristo, tu sais, le personnage des romans d'Alexandre Dumas. Assez étonnant. Puis quand il part, il est toujours volubilisme et tout, il sort toujours plein d'adjectifs et tout. Par exemple, quand il y a les tacos, il compare ça à des mets divins dont les saveurs vous emportent sur des rivages fantastiques et tout. Tu vois, ce genre de personne assez excentrique qui parle comme ça, de manière comme s'il parlait, il sortait tout droit d'un roman. Je commence à comprendre pourquoi des fois il se prend pour le de Monte Cristo. Du coup, ouais, je passe par chez lui aussi, ça me fait plaisir. Et du coup, toutes ces livraisons, tous ces clients aussi variés, excentriques les uns que les autres, me redonnent le sourire. Néanmoins, je reste assez aussi vif à toutes les petites rumeurs que je pourrais entendre. Car au fond de moi, il y a toujours en fait un peu l'héritage familial des Ferreira qui sommeille. Même si je ne suis pas réellement investi dans ces histoires familiales de chasseurs de monstres, Diableros, je m'y fais aussi un petit peu à ma manière et du coup, j'ai toujours eu le coup à écouter un petit peu des rumeurs qui pourraient sortir un peu de l'ordinaire, si tu vois ce que je veux dire. D'événements, par exemple, d'agression ou d'enlèvement ou de meurtre, qui pourrait y avoir peut-être caché une nature surnaturelle. Voilà en fait comment je m'occupe. Dis-moi comment ça se passe et si j'entends justement des rumeurs. Tu te laisses porter par la routine de la journée, les livraisons s'enchaînant et les rencontres avec tes clients excentriques te permettent de respirer un peu. Tu es de plus en plus à l'aise avec cette vie de livreur et les personnages variés qui peuplent ton quotidien. Les clients, comme cet homme un peu dandy qui se prend pour le comte de Monte Cristo, t'apportent une touche d'humour et de légèreté dans ta journée.
Ah, ça a bugué. Son langage pompeux et ses comparaisons aux mets divins te font sourire et t'aident à garder un peu de distance avec la complexité de tes pensées. Malgré tout, une partie de toi reste vigilante, comme un instinct hérité de ta famille de Diableros, des chasseurs de créatures surnaturelles. Tu sais que, même si tu n'es pas directement impliqué dans leurs activités, quelques rumeurs circulent toujours dans la ville, et tu ne peux pas t'empêcher de tendre l'oreille, espérant entendre des histoires qui pourraient correspondre à ta réalité cachée. Les rumeurs que tu captes au fil de tes trajets de livraison commencent à se dessiner comme un ensemble de morceaux d'énigmes. C'est dans les coins sombres de la ville, dans les tavernes, chez certains clients familiers ou dans les chuchotements des habitants que tu parviens à saisir des informations plus ou moins fiables. Voici quelques rumeurs que tu entends au cours de la journée. 1. Une disparition étrange. Dans un quartier au sud de la ville, plusieurs personnes ont disparu ces dernières semaines, et certaines parlent d'ombres qui les ont emmenées dans la nuit. Aucun corps n'a été retrouvé, mais on dit que ces personnes disparaissent sans laisser de traces, comme si elles étaient aspirées par un autre monde. 2. Un meurtre étrange. Il y a quelques jours, un homme a été retrouvé mort dans une ruelle, les griffes profondes dans son dos. Il n'y a aucune explication logique pour ces marques, et certaines personnes chuchotent que c'est l'œuvre d'un jaguar, bien que personne ne veuille vraiment en parler. 3. Un témoin d'agression surnaturelle, un client du quartier voisin, a prétendu avoir vu un loup-garou se transformer en pleine rue sous la lumière de la lune avant de fuir dans les ombres. Personne n'a voulu en parler officiellement, mais des murmures circulent parmi ceux qui l'ont entendu. 4. Des rituels occultes. Certaines églises et temples ont commencé à recevoir des visiteurs étranges, souvent en masque, qui viennent y effectuer des rituels secrets. Des disparitions de petites créatures ou d'animaux ont été signalées à proximité de ces lieux, alimentant les rumeurs sur une secte occulte opérant en secret. 5. Une créature dans les égouts. On raconte qu'une bête énorme vit dans les égouts sous la ville, attaquant quiconque ose s'aventurer trop près. La créature serait une aberration née d'expériences anciennes menées par des chercheurs d'artefacts occultes. 6. Un livre maudit. Un vieux libraire du centre-ville aurait trouvé un livre très ancien, avec des symboles incompréhensibles gravés dans le cuir. On dit que quiconque l'a touché a commencé à avoir des visions étranges, de plus en plus violentes, comme si le livre était possédé par un esprit malveillant. 7. Dans le nord de la ville. Des témoignages récents parlent de petites créatures, des Shaneks, qui sont apparus dans un quartier périphérique. Ces créatures sont censées voler des âmes et emmener les gens dans une autre dimension. Un petit groupe de mères affirme que leurs enfants sont devenus étranges après avoir croisé ces créatures. 8. Un artefact perdu. Des rumeurs parmi les marchands d'antiquités parlent d'un artefact ancien, supposément un cœur de pierre qui aurait des pouvoirs surnaturels. Les personnes qui l'ont touché seraient marquées par une force étrange, poussées à rechercher des réponses dans des lieux dangereux. 9. Les étrangers qui disparaissent près des montagnes. Un groupe d'étrangers, censés faire des recherches sur les cultures anciennes, aurait disparu lors d'une expédition dans les montagnes alentours. Certains prétendent qu'ils ont trouvé quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû découvrir. 10. Une silhouette sans visage. On parle d'une entité qui erre dans les rues la nuit, sans visage, et qui enlève des personnes dans des zones isolées. Certaines personnes qui l'ont vue disent qu'elle est un messager d'un autre monde, un serviteur d'une force inconnue. Ces rumeurs te rappellent que dans cette ville, le monde normal et le monde surnaturel sont souvent très proches l'un de l'autre. Alors que tu finis de livrer, ces pensées tourbillonnent dans ta tête. Tu sais que tu dois rester vigilant, mais aussi que tu n'es pas encore prêt à te plonger complètement dans ce monde caché. Peut-être que l'une de ces histoires a un rapport avec ton A-héritage, ou peut-être que la réalité elle-même te pousse à découvrir ce que tu es devenu.
Embranchement 25. 1. Pour suivre la journée, continuez à livrer et peut-être écouter d'autres rumeurs en chemin. 2. Retournez au restaurant, peut-être discuter avec Caprice pour voir si elle a des informations sur certains de ces phénomènes. 3. Investir ton temps à enquêter sur l'une de ces rumeurs, surtout celle qui semble la plus liée à ta nature de Naiwal ou à ta famille. Quel chemin choisis-tu? Je me doute que, à travers tout ce que j'ai pu entendre et toutes ces rumeurs, bon, il y en a qui sont complètement fausses, complètement fumées du bulbe, on peut dire, et d'autres qui ont peut-être une part de vérité. Néanmoins, dans ce cas que j'ai pu entendre, il y en a quand même deux qui sonnent à mon oreille, qui résonnent en fait. C'est sur les Chaneks. La numéro 7, je crois, ouais. Donc les Chaneks dans le nord de la ville. Des témoignages récents parlent de petites créatures des Chaneks qui sont parues d'un quartier périphérique. Ces créatures sont censées voler des âmes et amener les gens dans une autre dimension. Un petit groupe de mères affirme que leurs enfants sont devenus étranges après avoir croisé ces créatures. Je suis assez étonné quand même que ces rumeurs évoquent ce genre de fait par rapport au Chaneks. Parce que celui-là que j'ai croisé la veille, qui est pas si petit que ça, puis il s'en prenait pas à des enfants, hein. Il avait plutôt l'impression envie d'abuser sexuellement d'une pauvre fille de mon âge sans défense à la sortie d'une discothèque. Donc bon, peut-être qu'il y a plusieurs styles de ces créatures, je sais pas. Et forcément l'autre rumeur qui résonne en moi, c'est numéro 2, ce meurtre étrange en fait, ce corps qu'on a retrouvé d'un homme dans une ruelle, des traces de griffes profondes dans le dos, et que certains chuchotent que c'est l'œuvre d'un jaguar. Et forcément, au vu de ma propre nature, j'en frissonne en fait, me demandant si quelqu'un d'autre au sein des rues de Mexico est comme moi, habité par ce fauve. En espérant que, surtout, j'ai un petit frisson de peur en fait, quand je réfléchis un peu trop. J'espère que c'est pas moi en fait qui, au détour d'une crise de bipolarité, perdu les pieds et a agressé quelqu'un. Quand je vois du quoi j'ai été capable contre le Chanek justement la veille, la manière dont je lui ai lacéré jusqu'à le mettre en pièces, et malheureusement aussi le souvenir de ce que j'ai pu faire à mon petit frère il y a quelques années plus tôt. Voilà, je frissonne et tout alors que je remonte à vélo pour finir mes livraisons. Et je pense qu'en fait, dès que j'ai fini, je vais retourner au restaurant, voir Caprice, et voir, vu que je sais que elle a un petit peu un pied dans le monde occulte, qu'elle peut me dire de plus sur ces rumeurs que j'ai entendues. Auxquelles je m'intéresse. Mais je te propose, maître du jeu, que nous fassions cela la prochaine fois. Car je vais aller de mon côté demander à Alban Gnobo, la créatrice de Diableros, quelle rumeur elle aimerait que je vais suivre dans le prochain épisode. Et du coup, cher ami Tanuki Rouliste qui m'écoutait, et aussi ces petits guest stars qui sont venus étayer le récit, Caprice, Kylian, Monte Cristo, Orion. Je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures.